Leto est un combattant spatial puceau et perdant dont les ancêtres ont fui une terre mourante. Après que son vaisseau ait été endommagé, il s'est écrasé sur la planète désolée. Cependant, quand il se réveille et remarque qu'il n'était pas seul mais entouré de belles latinas bronzées, il a abandonné les combats spatiaux et s'est resté pour laisser les filles se battre pour lui. Avant le crash, Leto pilotait un robot puissant contrôlé par l'IA nommé Chamber. Ensemble, ils font partie de l'Alliance Galactique de l'Humanité, se dirigeant droit vers une intense bataille spatiale contre Ado. Le but de cette mission est de donner à l'extraterrestre un Gok 3000 afin que les humains puissent coloniser de nouvelles planètes et prévenir l'extinction. Avant de partir au combat, Chamber suggère qu'après avoir accompli cette mission, Leto devrait probablement s'installer dans la colonie et avoir beaucoup de reproduction. Mais Leto n'est pas sûr que sa saucisse serait capable d'effectuer ses manœuvres. Après avoir été téléporté à l'emplacement des Hadars par un trou de verre de téléportation, Leto et tout son groupe lancent de violentes attaques sur les Hadars. Ils lancent des balles, des missiles et même des faisceaux laser sur l'alien monstrueux. Mais malgré tous leurs efforts, les Hadars restent indifférents et se tiennent simplement là comme un énorme crottin. Le commandant se bat courageusement seul contre l'alien, espérant gagner du temps pour son équipe. Mais alors que Leto se prépare à battre en retraite, un extraterrestre laid le prend en embuscade, les entraînant tous les deux par erreur dans le trou de verre de téléportation. Quand Chamber réveille Leto inconscient, il révèle qu'il a dormi pendant 6 mois entiers. Il remarque des humains effrontés, essayant de percer la combinaison, mais réalise qu'ils sont primitifs et n'ont pas les outils pour causer des dégâts. Il s'avère que la combinaison de Chamber a été amenée dans un entrepôt après que des gens l'ont trouvée dans la mer. Ils essaient de l'ouvrir depuis des heures, mais ils ne peuvent même pas faire une égratignure. Chamber révèle également qu'ils sont incapables de déterminer leur position dans la galaxie, ce qui signifie qu'ils sont perdus dans un endroit inconnu. Alors que Leto retrouve ses esprits, il écoute le groupe de personnes mais ne peut pas comprendre leur langue. Surpris qu'ils semblent humains, Leto demande à Chamber d'analyser leur discours. L'IA propose alors d'éliminer la menace perçue et de détruire les environs pour libérer Leto, mais choisit finalement d'attendre et d'observer, voulant en savoir plus sur cet environnement inconnu. Une fois les personnes parties, Leto sort du costume avec prudence. La chambre confirme que l'atmosphère est respirable et que les niveaux de gravité sont stables, ce qui signifie que Leto peut survivre sans combinaison spatiale. Il enlève ensuite son casque pour économiser l'oxygène et commence à explorer. Mais bientôt, Amy et Pinion retournent à la coque pour récupérer des affaires, le forçant à se cacher. Mais ensuite, Pinion aperçoit ses empreintes à proximité et avertit Amy d'être prudente. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, Leto attrape Amy et lui met un pistolet sur la tête, avertissant Pinion de rester en arrière. Mais la barrière linguistique demeure et personne ne comprend l'autre. Leto s'enfuit alors avec Amy sur son épaule comme un sac de pommes de terre, incitant Pinion à déclencher une alarme qui met toute la zone en alerte. Pendant ce temps, Leto continue de transmettre des données à la chambre, essayant de cartographier et de comprendre l'endroit étrange dans lequel il se trouve. La chambre continue de travailler sur le décodage de la langue et note également que les environs semblent quelque peu familiers. Alors que Leto sort, ce qu'il voit le stupéfie. Un vaste océan s'étend dans toutes les directions et les gens vivent sur une structure flottante massive qui ressemble à un gigantesque navire. Complètement choqué par la vue, Leto s'arrête net avec la fille toujours sur ses épaules. À ce moment-là, l'écureuil agaçant d'Amy arrive sur les lieux et saute sur Leto, le forçant à la laisser tomber. Les habitants armés apparaissent également et entourent Leto, bien que leurs armes semblent primitives comparées aux capacités de Chamber. Ne prenant aucun risque, Leto invoque Chamber et sa structure massive éclate à travers l'entrepôt, effrayant les gens primitifs. Leto est toujours confus par cet environnement étrange, alors il exige une explication de Chamber. L'intelligence artificielle fait quelques calculs et révèle une vérité choquante. Le lieu où ils ont atterri n'est autre que la 3e planète du système solaire. La Terre, c'est la même planète qui fut autrefois le foyer originel de l'humanité, bien avant le début de la colonisation spatiale. Cette révélation laisse Leto complètement sans voix. Il est particulièrement choqué parce que cette étrange planète couverte d'océan aurait dû être gelée pendant des millions d'années. Juste à ce moment-là, un groupe de personnes armées et quelques robots bon marché arrivent sur les lieux, prêts à éliminer la menace. La machine IA Chamber plane alors dans le ciel et atterrit devant Leto pour le protéger. Il suggère de transformer tout le monde en viande hachée, mais Leto décide de leur parler plus tôt. Il demande à Chamber de parler dans leur langue et de bien faire comprendre qu'ils ne veulent pas faire de mal. Quand les habitants entendent la voix de Chamber, ils sont choqués et commencent à soupçonner qu'un humain pourrait être à l'intérieur de la machine. Bientôt, une femme nerd nommée Ridget, qui est aide au commandant de la flotte de ce vaisseau, intervient pour l'interroger. Chamber fait la traduction entre eux, même si tous deux semblent parler exactement la même langue. Leto est confus par ce que la femme veut, alors Chamber prend les devants de la conversation et révèle qu'ils viennent de l'espace. Il parle sans cesse de la façon dont ils combattent les extraterrestres de Hadar pour les empêcher d'éteindre l'humanité, mais les locaux ne comprennent pas ce qu'il fait. Lassé de son bavardage, Ridget exhorte la personne à l'intérieur de sortir, mais Chamber précise qu'il n'y a personne pour le contrôler, ce qui l'émerveille par la technologie. Plus tard, Ridget parle avec la livreuse, Amy, et apprend que Leto ne lui a pas fait de mal lors de leur rencontre précédente. Il lui a simplement tapoté les fesses une fois, mais c'était tout. Amy révèle également que Leto semblait perdu, et qu'il a peut-être besoin d'aide pour retourner auprès de son peuple. Elle semble être bienveillante envers lui, bien qu'elle le considère toujours comme une menace potentielle. Ridget demande ensuite à Bellows, la chef de l'équipe d'excavation, si elle a trouvé quelque chose d'inhabituel lorsqu'elle a remonté le robot de la mer. Bellows répond qu'elle n'a rien trouvé et qu'elle ne faisait que suivre les ordres de Pinion. Pinion suggère alors de démonter le robot géant et de le vendre pour acheter des abonnements Netflix pour tout le monde, mais les autres refusent l'idée.
Peu de temps après, Ridget porte l'affaire au commandant Fairlock qui parle à la radio. Il rejette immédiatement l'idée de capturer Leto ou Chamber. Il avertit que si Leto vient vraiment de l'espace et a des alliés avec un pouvoir similaire, le provoquer pourrait entraîner la destruction de la flotte. Pendant ce temps, Leto dit en privé à Chamber que leur mission est maintenant de se reconnecter avec le reste de l'Alliance Galactique. Il est confus par cette planète où ils utilisent plusieurs pronoms pour désigner hommes et femmes. Leto s'attendait aussi à ce que la Terre soit un désert glacé, mais au lieu de cela, il y a de l'air respirable, de l'eau potable et des signes de vie. Il pense que c'est une planète parfaite où les gens d'Avalon peuvent s'installer et prospérer. Leto sort ensuite une paire de dents appartenant à Hadar et commence à jouer avec. Il révèle qu'il a envoyé plusieurs signaux dans l'espace, mais aucun n'a donné de réponse. Chamber, qui est probablement fatigué de ses bêtises, lui dit qu'il devrait juste attendre pour le moment. Ailleurs, Amy reprend son travail de livraison et elle court comme si elle venait de voler le sac de quelqu'un. Certains de ses amis assoiffés l'arrêtent et lui demandent des nouvelles du mystérieux nouveau garçon, se demandant s'il est grand et beau. Mais elle les ignore et utilise un deltaplane pour voler et livrer des colis. Après un moment, elle rentre chez elle pour retrouver son jeune frère, Babel, qui semble être alité. Il demande immédiatement si le garçon extraterrestre fou l'a blessé, mais Amy précise qu'il l'a seulement giflé sur les fesses. Elle explique aussi que Leto n'est qu'un faible qui a des bras maigres et qui manque de toute masculinité. Mais Babel ne se soucie pas de ça, car il est fasciné par l'idée des voyageurs de l'espace. Babel se souvient alors du vieux mythe qui prétend que la Terre s'est glacée il y a des millions d'années et que les humains ont été contraints de quitter la planète. Il croit maintenant que Leto est l'un de ces humains qui est accidentellement revenu chez lui. Amy qualifie cela de fantaisie, bien que la réalité devant elle commence à la faire douter. Ce soir-là, puisque personne d'autre ne veut s'approcher de l'étranger étrange, Amy est chargée d'apporter de la nourriture à Leito. Elle s'avance nerveusement et lui tend du poisson cru. Leito, qui a l'habitude de manger des aliments spatiaux high-tech, ne comprend pas ce qui se passe. Donc Amy attrape un poisson et l'avale comme une mouette. Chamber suggère alors que cela pourrait être une offrande de paix, donc Leito l'accepte et avale lui-même un poisson. Après cela, une curieuse amie demande d'où ils viennent, et Leito pointe simplement vers le ciel, insinuant qu'il est Dieu. Amy ne s'arrête pas là et continue de les bombarder de questions, auxquelles Chamber continue de répondre. Lorsqu'elle demande à voir le visage de Chamber, Leito ouvre le cockpit et lui montre que Chamber est juste une unité d'IA opérée par sa voix. Cela la rend tellement excitée qu'elle commence à sauter partout comme si elle avait gagné à la loterie. Une fois calmée, Leito commence à poser des questions sur cette planète. Amy lui dit que la Terre était autrefois congelée, mais avec le temps, la glace a fondu et il ne restait que de l'eau. L'humanité s'est adaptée en vivant sur d'énormes flottes, en tirant de l'énergie de l'océan et en utilisant des chemins lumineux dans l'eau qu'ils appellent la Voie lactée pour naviguer. Le navire sur lequel se trouve maintenant Leito fait partie de cette civilisation flottante appelée Gargantua. Malgré la confiance croissante d'Amy en lui, le reste de l'équipage reste prudent face à l'extraterrestre maigre. Espérant en apprendre plus, Ridget envoie Bellows, le chef de l'équipe d'excavation, pour enquêter sur l'endroit où Leito et Chamber sont apparus pour la première fois. Mais à ce moment-là, toute la flotte est soudainement attaquée par des pirates. Ils sont venus en grand nombre et ont de l'équipement de haute technologie, comme des drones de tir, quelque chose contre lequel le Gargantua ne peut pas se défendre. Réalisant qu'ils seront tous tués, une amie paniquée se précipite vers Leito et le supplie de l'aider. Elle sait qu'il et son robot sont extrêmement forts, alors elle veut leur aide pour défendre Gargantua. Voyant cela comme une chance de gagner leur confiance, Leito accepte rapidement. Il monte ensuite à bord de Chamber et se lance dans la bataille, verrouillant sans effort les cibles ennemies et éliminant les navires pirates en quelques secondes à peine. Des pirates ont infiltré Gargantua et pris Bellows en otage, mais Leito les élimine facilement sans égratigner Bellows. Quand la poussière retombe, tous les méchants ont disparu de la surface de la Terre. Les habitants de Gargantua ne peuvent pas croire ce qu'ils viennent de voir et continuent de fixer Leito comme s'ils avaient vu un fantôme. Après que Leito a éliminé la vague de pirates avec rapidité, il revient sur le Gargantua, s'attendant à ce que la foule l'acclame. Mais au lieu de cela, ils le regardent avec silence et confusion. Une amie stupéfaite court alors vers lui avec son écureuil inutile et lui demande ce qu'il a fait. Leito répond calmement que les pirates ont été éliminés et que la flotte est maintenant en sécurité. Mais sa réponse ne fait que l'enrager davantage car elle ne s'attendait pas à ce qu'il élimine qui que ce soit. Elle lui crie alors dessus de manière grossière avant de s'enfuir de façon dramatique comme d'habitude. Plus tard, le reste de l'équipage se réunit pour discuter de la situation. Ils sont tout aussi perturbés, non seulement par la perte de vies humaines, mais aussi par la crainte que ce bain de sang n'entraîne des représailles encore plus grandes de la part des pirates. Ridget affirme qu'il devrait se débarrasser du garçon dès que possible. Et un gars suggère même de le remettre aux pirates pour conclure un marché. Mais le commandant Fairlock refuse. Il dit qu'il devrait se concentrer sur la découverte de ce que veulent les pirates pour l'instant et qu'ils s'occuperont du garçon plus tard. Plus tard, Amy va rencontrer Leito accompagné de Bellows et s'excuse rapidement pour son éclat précédent. Il lui dit de ne pas s'excuser parce que ces choses sont assez courantes dans l'espace. Bellows s'avance alors et lui remet du poulet cru en guise de cadeau pour son aide. Leito, qui n'a pas l'habitude de manger une telle nourriture barbare, est secoué, mais l'accepte quand même. Alors qu'ils s'assoient tous pour cuisiner le poulet, Bellows remercie Leito de lui avoir sauvé la vie, mais lui explique doucement que ce n'est pas un champ de bataille comme celui qu'il connaît. Ici, tuer quelqu'un, même pendant la guerre, est une affaire sérieuse,
Il faut donc être très attentif. Leito réplique en demandant pourquoi il tue des animaux innocents, comme les poissons et les poulets, pour leur nourriture, et la question frappe Bellows comme une tonne de briques. Elle admet que ce n'est pas une bonne chose, mais dit qu'il ne tue d'autres animaux que pour se nourrir, pas pour le plaisir. Le coquin Leito demande à nouveau pourquoi il porte des armes s'il n'aime pas le sang, et Bellows répond que c'est juste pour l'autodéfense. Elle explique que parfois il y a de mauvaises personnes comme les pirates qui attaquent leur flotte, donc ils doivent toujours être prêts, mais cela dit, les pirates sont toujours des humains et ne devraient pas être traités comme des moustiques. Leito écoute et hoche la tête, commençant à comprendre la boussole morale différente de ce monde. Avant qu'elle ne parte, Bellows lui remet un dispositif de communication pour éviter d'autres malentendus. Mais avant que la poussière ne retombe, le mot arrive que la reine des pirates, une redoutable beauté plantureuse nommée Lucage, a appris l'attaque. Un seul pirate survivant est arrivé chez elle et a annoncé la nouvelle qu'ils ont été malmenés par un robot étrange. Enragé, Lucage ordonne une attaque à grande échelle contre la flotte Gargantua, visant à la détruire complètement. À l'approche de son immense flotte, la tension monte à l'intérieur du Gargantua. Le commandant Fairlock apprend qu'environ 30 navires pirates se dirigent vers eux, ce qui est plus du double de la flotte qu'ils ont. Il apprend également que l'attaque est dirigée par nul autre que Lucage, ce qui lui fait presque mouiller son pantalon. Un des gars dans la réunion suggère qu'il devrait simplement s'enfuir, mais le commandant Fairlock révèle que leur flotte pathétique n'est même pas capable de faire cela. Juste quand tout espoir semble perdu, Bellows dit qu'il devrait laisser Leito aider, mais cette fois avec retenue. Elle croit qu'il comprend maintenant leur valeur et ne recourra pas à la force mortelle. Ridget et le commandant sont encore un peu hésitants, mais comme ils n'ont pas d'autre choix, ils acceptent. Bellows contacte alors Leito via l'appareil de communication et lui demande de l'aider à faire face à la menace. Il accepte, mais à condition d'être accepté comme membre de la flotte. Leito propose de désactiver la flotte pirate sans tuer personne, visant seulement à démanteler leurs armes, à retarder leur avancée. Ridget et le commandant Fairlock lui donnent le feu vert, et Leito commence à se préparer pour un traitement de massage du dos. Alors que les pirates se rapprochent, Gargantua commence ses contre-mesures, essayant de gagner du temps. Leito se prépare alors pour la bataille, déterminé à protéger la flotte sans verser plus de sang. À la flotte ennemie, Lucage s'approche de Gargantua à grande vitesse, avec l'intention de les détruire dans le noir. Elle prétend que lorsqu'il s'agit d'attaques nocturnes, personne au monde entier n'est meilleur qu'elle. Mais alors qu'elle continue de jacasser, quelqu'un éclaire une lumière vive à l'extérieur, et il s'avère que ce n'est nul autre que Chamber. Les pirates ennemis commencent rapidement à tirer sur lui avec leurs fusils, mais Chamber esquive tous leurs tirs comme s'il esquivait ses ex-petites amies. Avec cela, la bataille commence, et les deux parties lancent des missiles l'une contre l'autre, causant beaucoup de destruction. Comme Gargantua est beaucoup plus petit et plus faible, il subit le plus de pertes. Lorsque Leito apprend cela, il décide d'intensifier son attaque. Il lance une attaque chirurgicale, ciblant précisément les armes et les moteurs du vaisseau ennemi. Un à un, les vaisseaux pirates sont désactivés, les forçant soit à battre en retraite, soit à se rendre. Son efficacité et son contrôle stupéfient la Gargantia, car cette fois, il ne se bat pas pour dominer, mais pour protéger. Cependant, la bataille est loin d'être terminée, car la reine pirate, Lucage, avec ses grands airbags, lance soudainement une attaque surprise. Elle monte son robot étrange, connu sous le nom de Surfing Lobster, qui surfe littéralement sur l'eau à une vitesse incroyable. Lucage atteint bientôt le vaisseau principal où se trouve le commandant Fairlock et les autres. Elle commence à l'escalader comme une araignée, plongeant le commandant dans un état de panique. Mais juste à ce moment-là, Leito l'intercepte en sautant sur son dos et en s'accrochant fermement. Alors que la lutte s'intensifie, deux des sbires de Lucage attrapent Leito avec des crochets et commencent à l'éloigner avec leur bateau à moteur. Mais Leito est si puissant qu'il ne bouge même pas d'un pouce. Il se moque de sa technologie dépassée, disant que Chamber se brossait les dents avec des machines comme ça. Leito s'envole alors haut dans le ciel, emportant Lucage ainsi que les deux bateaux avec lui. Il lui dit de se rendre tout de suite si elle ne veut pas finir en nourriture pour poissons. Lucage dit qu'elle se battra jusqu'à son dernier souffle, alors Leito la fait tourner et lance sa machine loin dans la mer. Quand les pirates restants voient leur chef séduisant être dominé par un jeune homme, ils fuient immédiatement paniqués. Après cette bataille, les habitants de Gargantia célèbrent comme s'ils étaient à Ibiza. La flotte est en sécurité sans qu'aucune vie ne soit prise, et cela a valu à Leito le respect de l'équipage. Plus tard, une émie excitée se précipite vers Leito et lui offre de la viande crue en signe de gratitude. Leito l'accepte avec hésitation et finit par dire merci dans sa propre langue, laissant entendre qu'il a utilisé du Duolingo tout ce temps. Le lendemain, Leito commence également à les aider avec leur travail. Mais comme il sait seulement comment licencier des gens, il a vraiment du mal à faire des tâches ménagères. Même Chamber est très maladroit et ne cesse de tomber, alors Leito permet à l'un des seigneurs du navire de prendre le commandement de Chamber. Pendant ce temps, il tombe sur un document qui lui rappelle la conversation qu'il a eue avec Ridget l'autre soir. Dans un tournant choquant, elle lui a demandé de payer pour les dommages qu'il a causés au navire la nuit dernière pendant la bataille. Leito était complètement incrédule, car sans son aide, ces humains ingrats seraient devenus esclaves des pirates. Mais Ridget lui a assuré qu'il n'aurait pas à s'inquiéter des frais de subsistance, et les services de Chamber sont suffisamment appréciés pour couvrir la plupart des coûts. Bien que ce soit un arrangement totalement injuste, Leito a accepté sans dire grand chose. De retour au présent, Leito a quitté le chantier et s'était assis tranquillement dans un coin pendant que Chamber continue le travail acharné.
Amy s'approche alors de lui et commence à discuter pour détendre l'atmosphère. Elle remarque l'objet étrange et magnifiquement conçu qu'il porte et lui demande où il l'a eu. C'est la dent de l'alien, mais Leito n'a pas l'énergie d'expliquer, alors il la lui offre simplement comme cadeau. Il dit qu'il en a deux, donc elle peut en garder une et en faire ce qu'elle veut. Amy l'accepte avec plaisir et décide qu'il est temps de sortir Leito pour une promenade avant que son cerveau ne disjoncte de stress. Alors qu'il se promène dans le marché, elle mentionne son frère cadet, Babul, qui est impatient de rencontrer Leito, mais l'astronaute ne sait même pas ce qu'est un frère et demande une explication. En entendant cela, Amy est stupéfaite et il devient vite évident que Leito n'a pas de réelle compréhension de la famille ou des liens affectifs. Chamber intervient ensuite, se référant aux données historiques, pour expliquer que les familles sont des personnes auxquelles nous nous sentons proches et avec qui nous aimons passer du temps. L'ensemble de l'échange fait réaliser à Amy à quel point la vie de Leito dans l'espace a été émotionnellement isolée. Elle change alors de sujet et recommence à parler de la façon dont son frère est intelligent. Amy explique que Babul adore parler de l'espace, mais il ne peut pas se déplacer comme les autres, à cause d'une maladie de la poitrine. Leito, qui n'éprouve aucune émotion, révèle que de tels faibles sont exécutés immédiatement dans l'espace. Toute personne qui ne peut prendre une arme et se battre est jugée inutile, et donc jetée à la poubelle. Amy est choquée par sa façon de penser, mais elle laisse passer pour l'instant. Leito mentionne ensuite qu'il veut trouver des informations sur la façon de rentrer chez lui. Alors Amy décide de l'emmener chez l'homme le plus intelligent de toute la flotte, le docteur Oldham. Peu de temps après, elle le dépose à la cabane du médecin et part de là pour que les deux puissent discuter seuls. Leito va droit au but et demande comment il peut retourner à l'Alliance Galactique, mais Oldham dit qu'il n'en a absolument aucune idée. Il explique que la plupart des anciennes technologies de l'humanité ont été perdues et qu'il est peu probable qu'il trouve un moyen d'aider Leito à retourner dans l'espace. Bien que Leito soit déçu, il propose encore une question ridicule. Il demande le but principal de la flotte et pourquoi ils hébergent ici un faible qui n'a pas de but dans la vie. Il pense aussi que cette flotte est inefficace et que l'entraînement que reçoivent les enfants est nul. Docteur, Oldham rit de sa façon de penser et lui recommande de rencontrer plutôt Babel, disant que le garçon possède beaucoup de connaissances. Plus tard, Leito rencontre finalement Babel qui est ravi de le voir en personne. Avant qu'il ne puisse beaucoup parler, les amis assoiffés d'Amy arrivent et supposent qu'elle a amené ce gars séduisant pour s'amuser. Mais Amy les emmène rapidement dehors et verrouille la porte pour que les deux puissent parler en paix. Babel ne perd pas de temps et commence à poser des questions sur la vie de Leito dans l'espace. Leito explique sans détour qu'il n'y a rien d'autre que des batailles sans fin et un cycle rigide d'obéissance aux ordres de l'Alliance Galactique. Babul demande ce que ferait Leito si la guerre se terminait et que les ordres cessaient. Leito dit simplement qu'il attendrait le prochain ordre, car c'est tout ce qu'il connaît. Plus tard, il retourne au vaisseau principal et continue d'aider les autres ouvriers quand il commence soudainement à pleuvoir. Leito est horrifié, car c'est la première fois qu'il assiste à un tel phénomène. Mais ensuite, Chamber le calme et explique que ce n'est pas toxique. Plusieurs travailleurs se précipitent pour recueillir l'eau douce, et Belos demande également l'aide de Leito. Il accepte immédiatement et ordonne à Chamber de collecter l'eau à l'aide d'une grande tente. Peu à peu, Leito commence à se sentir moins comme un soldat et plus comme faisant partie de quelque chose de normal. Quand Amy remarque qu'il est tout trempé, elle décide de l'emmener chez elle pour le sécher. À son arrivée, le petit morveux recommence à lui poser des questions bizarres. Il demande s'il y a quelqu'un pour qui Leito resterait, quelqu'un qui vaut la peine d'abandonner cette vie. Il partage ensuite comment, même avec sa maladie, il veut continuer à vivre pour sa sœur. Leito continue d'agir comme un idiot et dit que de telles émotions ne rendent les gens que faibles. Babul demande alors pourquoi, si les émotions sont si inutiles, Leito a gardé cet objet mystérieux avec lui pendant si longtemps. Pour démontrer son but, Babul utilise l'objet comme une flûte, et alors que le son doux remplit l'air, quelque chose s'agite profondément à l'intérieur de Leito. Un sentiment inconnu le traverse et il commence à se souvenir de souvenirs oubliés de son passé. Leito voit un homme lui remettre le même objet avant de partir en mission. Il est tellement ému qu'il pleure pour la première fois de sa vie. Babul demande s'il va bien, mais Leito ne comprend pas ce qui vient de se passer car les sentiments sont nouveaux pour lui. Il demande ensuite à récupérer l'objet et Babul le lui rend volontiers. Ce soir-là, alors qu'ils sont seuls, Leito se tourne vers Chamber et lui demande s'il y a eu un signal de ses camarades soldats. Chamber répond qu'il continue de scanner et qu'il aura besoin de beaucoup de temps pour établir un contact. En entendant cela, Leito dit qu'il veut en savoir plus sur cet endroit, mais Chamber lui rappelle froidement que leur mission est toujours de retourner dans l'espace. Il vaut donc mieux qu'il ne s'habitue pas trop à ce monde. Le lendemain, Leito traîne à nouveau sur le navire, ne faisant absolument rien, ce qui le fait se sentir très inutile. Il commence aussi à se demander quel serait son but après avoir vaincu tous les extraterrestres. Incapable de contenir ses pensées, Leito décide de trouver un emploi et de rester occupé. Il demande à Chamber de mener une recherche sur les emplois qui lui conviendraient, mais l'IA lui dit froidement que son corps pathétique ne convient à rien. Il ne sait pas nager, il ne sait pas attraper de poissons et il ne sait certainement pas cuisiner. En entendant cela, Leito sort sa flûte et essaie d'en jouer, mais il n'y arrive pas non plus. À ce moment-là, Amy arrive et lui remet le paiement pour le transport de marchandises de la veille. Il ouvre l'enveloppe et trouve une bonne somme d'argent, mais cet idiot ne sait même pas ce qu'est l'argent et continue à le regarder. Amy demande s'il n'a jamais gagné d'argent dans l'espace, ce à quoi Chamber révèle que dans l'Alliance Galactique, posséder des biens n'était pas autorisé.
Leto commence à se voir comme un perdant de ne pas contribuer à la flotte, alors il demande à Amy de l'aider à trouver un emploi. Elle accepte immédiatement et ils commencent à courir dans les rues étroites pour trouver un travail adapté pour lui. Ils vont d'abord chez un mécanicien et bien que l'homme semble impressionné par Leto, il révèle qu'il a déjà embauché quelques nouveaux gars. Ensuite, Amy l'emmène au département pêche en disant qu'il y a toujours beaucoup de travail là-bas, mais le chef pêcheur révèle que depuis qu'ils ont perdu le courant, ils n'ont pas eu de travail à faire et restent assis sans rien faire. Amy, qui commence à s'impatienter, l'emmène chez Bellows, pensant qu'elle pourra sûrement lui trouver un emploi. Mais même Bellows dit qu'il n'y a pas de poste vacant puisque tous les postes ont été pris par d'autres personnes qualifiées. Cela laisse Amy désemparée car elle avait promis de trouver un emploi pour Lido, mais il comprend la situation et lui dit de ne pas s'inquiéter. Après qu'Amy soit parti pour ses livraisons, Lido décide de trouver un emploi par lui-même. Il cherche dans tous les recoins du navire et arrive même à la ferme où de nombreuses vaches sont présentes. Mais quand Lido sent l'odeur désagréable qui provient de leur fumier, il s'enfuit immédiatement de là, à peine capable de se retenir. Juste au moment où Lido pousse un soupir de soulagement, le moteur du navire s'arrête de lui-même et il s'immobilise complètement. Pinion lui lance alors une chemise rouge élégante et lui demande de l'enfiler et de le suivre. Un Lido confus demande ce qui se passe, à quoi Pinion révèle que le navire a atteint des eaux calmes, donc il l'arrête pour un moment. Après un moment, Pinion emmène Lido, Amy, Bibble et quelques autres dans une partie du navire. En fait, ils organisent une fête. Amy sait que pendant ses arrêts, il devrait se concentrer sur l'entretien et d'autres travaux, mais Pinion lui dit de se détendre cette fois-ci. Bientôt, ils arrivent à l'endroit magnifique, et Pinion se vante que peu de gens connaissent cet endroit. Chamber apparaît également et atterrit à proximité, provoquant une mini-secousse qui manque de noyer le navire. Mais c'est le jour de la fête, alors les filles mettent rapidement leur maillot de bain et commencent à inciter Lido à faire de même. Il résiste, mais elle monte sur lui et lui enlève son t-shirt de force. Après cela, tout le monde commence à nager dans la piscine à proximité, mais Lido se ridiculise complètement. Pendant ce temps, Pinion a préparé la viande pour un barbecue, mais se rend compte qu'il n'y a pas d'électricité pour la griller. Leto et CDD éditent à Chamber de chauffer la nourriture, espérant contribuer pour une fois. Mais au lieu de la réchauffer, Chamber la chauffe beaucoup trop, incinérant complètement la viande et la réduisant en un tas de cendres carbonisées. Un Pinion irrité décide alors de préparer le reste de la viande, mais se rend soudain compte qu'il a oublié quelque chose d'important. Il donne donc une adresse à Lido, l'incitant à rencontrer un certain forgeron et à obtenir cet ingrédient de sa part. En entendant cela, Amy et les autres filles s'inquiètent, pensant que c'est trop dangereux. Mais Lido insiste pour y aller. Il s'enfuit alors comme si sa vie en dépendait, tandis que les filles se passent de la lotion tour à tour. Pendant ce temps, Pinion remarque que le robot géant chauffe à cause du soleil, ce qui lui donne une super idée. Lido arrive bientôt dans un endroit ombragé où il rencontre de belles femmes musclées avec des barbes et des poils sur le torse. Elles le trouvent très séduisant et commencent à le pourchasser pour goûter à son derrière extraterrestre. Sur le site de la fête, plusieurs femmes de haut rang, dont Ridget, arrivent aussi en maillot de bain pour se détendre et s'amuser. Amy, quant à elle, fait la course avec ses amis sur son deltaplane. Ils sont sur le point d'atteindre le sommet d'une tour quand soudain il remarque Lido en train de courir pour sa vie. Les femmes musclées sont juste derrière lui et elles le coincent bientôt dans une impasse. Mais au moment où tout espoir semble perdu, Amy attrape Lido en plein vol et décolle avec lui sur son deltaplane. Ils atteignent ensuite le sommet de la tour et activent les arroseurs d'eau, créant une sorte de fontaine qui rafraîchit toute la flotte. Après s'être reposé un moment, les filles déposent Lido près de la boutique du forgeron, et il entre seul. Il trouve bientôt le forgeron louche, qui est surpris de voir un jeune garçon dans cette partie de Gargantua, mais il lui donne l'objet requis et le renvoie rapidement. Après un moment, Lido arrive enfin à la zone de la fête, mais il a des marques de rouge à lèvres partout sur son corps, indiquant que les femmes masculines ont finalement obtenu ce qu'elles voulaient. À la grande surprise de Lido, Pinion et les autres font griller du barbecue sur le corps du pauvre robot. Lido remet alors l'objet secret, qui s'avère être un goût unique de sauce tomate. La foule adore ça, et Lido essaie aussi de la viande grillée avec cette sauce. Il l'aime tellement qu'il a presque une explosion extraterrestre en bas. Après la fête, une fois que tout le monde est parti travailler, Amy révèle que cette fête a été organisée juste pour Lido comme geste de gratitude. Cela le fait se sentir vraiment bien, et il commence enfin à penser qu'il appartient ici. Le lendemain, Lido sert l'argent qu'il a reçu comme paiement, ne sachant pas comment l'utiliser. La chambre révèle qu'elle peut être utilisée pour acheter de la nourriture, des rations et d'autres produits essentiels. Mais l'idiot Lido pense que l'air et l'eau sont les seuls essentiels dans la vie, donc il ne sait pas quoi faire de l'argent. Juste à ce moment-là, Amy arrive et révèle qu'il peut utiliser l'argent pour acheter beaucoup de choses, y compris de nouveaux vêtements, de la vaseline et même des protections en caoutchouc. Elle mentionne également qu'elle a trouvé le travail parfait pour lui, où Leto doit s'asseoir à l'intérieur d'un robot comme Chamber et aller sous l'eau. Elle l'emmène bientôt chez le chef pêcheur et lui demande d'embaucher son ami. L'homme cherche des mains secourables, donc il accepte sans trop réfléchir. Peu après, Lido s'habille en tenue de bain, malgré Chamber qui le prévient que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ensuite, il monte à l'intérieur d'un robot quelconque, s'attendant à ce qu'il soit aussi avancé que Chamber. Lido demande où se trouve son système d'exploitation, mais le pêcheur lui dit avec colère d'utiliser son propre cerveau pour se déplacer.
Bientôt, Lido plonge dans la mer mais agit toujours comme s'il était à l'intérieur d'un robot IA ultra futuriste et commence à lui donner des ordres. Les autres lui conseillent de nager vers la surface, mais le têtu Lido continue d'aboyer des ordres comme s'il s'agissait d'un chien. Finalement, il perd le contrôle du robot et les autres doivent le sauver. Après que Lido ait gâché dès le premier jour de son travail, il se sent comme un tas de merde. Mais Amy le motive en disant que tout le monde fait des erreurs au début. Elle l'emmène plus tard au marché où il s'assoit pour manger de la nourriture. Mais ensuite, les amis d'Amy arrivent soudainement et l'emmènent. Il s'avère qu'ils jouent au festival local ce soir. Pauvre Lido, non seulement il doit manger seul, mais il doit également régler l'addition. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de Chamber demandant la permission de pêcher seul. Lido lui dit de faire ce qu'il veut, et Chamber plonge immédiatement dans l'eau comme un plongeur olympique. Ailleurs au marché, Lido est en pleine réflexion quand Pinion l'approche et lui demande de venir avec lui. Lido, qui croit littéralement tout ce que n'importe qui dit, décide de le suivre sans poser de questions. Ils arrivent bientôt dans un grand restaurant où Pinion commande un dîner spécial pour eux deux. Il commence alors à demander à l'extraterrestre s'il va retourner sur sa planète, mais Lido n'en est pas si sûr. Leur conversation est interrompue lorsque Amy et deux autres méchantes, vêtues de costumes séduisants, commencent à danser sur scène. Dans toute son alliance galactique, Lido n'a jamais vu quelque chose d'aussi attirant que cela. Et il commence à les regarder comme un faucon guettant sa proie. Pinion le ramène alors à la réalité et lui demande de rejoindre son équipe de récupération. Il explique qu'avec Lido et sa grande boîte de conserve, ils peuvent gagner beaucoup d'argent et acheter tout ce qu'ils veulent. Juste à ce moment-là, Belos arrive à leur table et sent immédiatement ce que Pinion essaie de faire. Elle se penche donc vers Lido et l'incite à rejoindre son équipe de sauvetage à la place, promettant de lui apprendre tout ce dont il a besoin. Les deux commencent alors à se disputer sur qui devrait avoir Leto dans leur équipe, mais le simp est juste captivé par les jolies filles qui dansent sur scène. Il ne peut pas comprendre comment elles secouent leur derrière de manière si parfaite et hypnotique. Peu après, le dîner spécial arrive. Et il s'avère être un tas de poulpes à l'allure étrange. Mais l'idiot Leto le confond avec son ennemi juré Adoz et pointe immédiatement son arme dessus. Il commence à jacasser sur la façon dont cet alien va conquérir le monde, mais Belos en prend une bouchée et affirme que c'est délicieux. Cela fait réaliser à Leto qu'il a été un imbécile complet, alors il s'assoit tranquillement sur sa chaise. De retour à la mer, Chamber est sur le point d'attraper quelques poissons en utilisant ses armes high-tech. Il commence par rassembler une tonne de poissons avec ses ondes soniques, puis il les fait tous exploser avec une frappe dévastatrice. Peu après, lorsque Leto et les autres arrivent, ils sont stupéfaits de constater que Chamber a effectivement attrapé une grande quantité de poissons, mais qu'ils ont tous été transformés en pâte à dents. Comme il n'est plus comestible, Leto décide d'entrer dans Chamber et de le contrôler lui-même. Les deux attrapent ensuite un filet de pêche traditionnel et plongent dans l'eau avec d'autres robots bon marché. Cette fois, la stratégie paie et ils finissent par collecter une grande quantité de poissons au grand plaisir du pêcheur en chef. Plus tard, après avoir terminé la tâche, Leto reçoit son paiement ainsi qu'un jouet en forme de crabe qu'il garde avec lui. Ce soir-là, il passe du temps avec Amy près de la mer et tout semble bien se passer, mais ensuite, l'original sort sa stupide flûte et commence à en jouer sans raison, effrayant le petit écureuil. Les choses vont de mal en pis lorsqu'un éclair frappe à proximité et Leto le confond à nouveau avec Adoz. Il pointe son arme vers le ciel, mais Chamber le calme, disant que ce n'est qu'un éclair et qu'il n'y a pas besoin de s'énerver. Après l'incident embarrassant, Leto fait comme si de rien n'était et demande à Amy de danser pour lui. Elle n'hésite même pas et commence à secouer son corps de manière bizarre, ce qui semble donner de l'extase à Leto. Il la fixe avec la bouche grande ouverte, comme s'il venait de faire un AVC. Une fois ce moment gênant terminé, il retourne chez Amy, où Leto donne à Bibble le jouet crabe. Comme un papa fier, il explique comment il a gagné de l'argent aujourd'hui et a pourvu aux besoins des autres autour de lui. Leto révèle également qu'il a été invité à récupérer des pièces détachées de la mer et envisage de l'accepter. Bibble dit avec enthousiasme que c'est le meilleur travail du monde, car Leto a maintenant l'opportunité de trouver des objets de l'ancien monde, avant qu'ils ne soient gelés. Cette nuit-là, Leto entre dans la chambre et les deux plongent dans la mer pour commencer l'opération. Avec eux est Belos, qui révèle que Leto l'a choisi à la place de l'inquiétant Pinion. Il découvre bientôt un énorme navire coulé, ce qui excite Belos car elle pense qu'il contient beaucoup de trésors. Chamber utilise alors son laser pour démonter le navire avec précaution. Mais quelques secondes plus tard, Leto reçoit un signal d'urgence indiquant que l'ennemi est proche. Il regarde autour et voit un énorme calmar baleine, mais pense encore une fois que c'est Adoz et se prépare à l'attaquer. Belos crie que c'est juste un gros poisson et l'exhorte à le laisser partir, mais le stupide Leto a commencé à voir Adoz dans tout ce qui bouge. Il tire rapidement quelques rayons laser sur le calmar baleine, mais celui-ci les esquive habilement. Chamber révèle alors qu'à l'intérieur de l'eau, ces tirs ne sont pas aussi précis que sur Terre et dans l'espace. Un Leto têtu tire encore une fois, mais finit par endommager le robot bon marché de Belos à la place. À ce stade, le calamar baleine devient également agressif et riposte en se construisant autour du robot boîte de conserve de Belos et en arrachant ses bras et ses jambes. Réalisant que Adoz est devenu incontrôlable, Leto passe au plan B.
Juste au moment où le géant Ados fonce vers lui, il l'attrape et le serre fort jusqu'à ce qu'il explose comme un ballon. À la suite de l'incident, Bellows est furieuse car son précieux robot est détruit, tandis que les supérieurs de la Gargantua se sont réunis pour une réunion urgente. L'un d'eux explique que les gens considèrent le calmar-baleine comme une créature ancienne depuis les temps anciens, donc en éliminer un sans raison est un énorme péché. Un autre gars mentionne que les habitants commencent à paniquer, car ils croient que la mort d'un calmar-baleine leur apportera une sorte de malédiction. Dehors, une grande foule de gens s'est rassemblée et ils sont stupéfaits de voir Chamber couvert de viande de calmar de la tête aux pieds. Pinion est également là, mais pour une raison quelconque, il semble vraiment heureux. Ce soir-là, Leto prélève un petit échantillon de la chair de calmar et demande à Chamber de procéder à une analyse. Il doit confirmer si Ados est réellement arrivé sur Terre pour semer le chaos. En attendant, son esprit s'emballe, se demandant s'il est en quelque sorte responsable d'avoir amené Ados ici en premier lieu. Ailleurs, le commandant Fairlock se fait examiner par le docteur Oldham dans une salle privée. Après les vérifications, Oldham révèle que Fairlock est en parfaite santé, mais qu'il devrait probablement lever le pied au travail et prendre des vacances. Fairlock refuse immédiatement, disant qu'il aime être ici, et aussi parce qu'il n'y a ni Dubaï ni Maldives dans cette partie du monde. Le médecin fait de son mieux pour faire paniquer Fairlock en révélant que la flotte vient de s'impliquer avec un calmar-baleine, mais le vieux bonhomme ne s'en soucie pas non plus. Il insinue que les dangers lui procurent une montée d'adrénaline, alors il accueille de tels incidents à bras ouverts. Pendant ce temps, une Ridget furieuse a convoqué Bellows et Leto dans son bureau pour les gronder comme une directrice. Elle révèle que les résidents de la flotte ont peur car ils croient qu'une malédiction est sur le point de s'abattre sur eux. Bellows prend immédiatement la responsabilité de l'incident, disant qu'elle aurait dû lui parler du calmar géant à l'avance. Mais le borné Leto pense toujours qu'il a fait le bon choix et demande froidement combien de ces monstres vivent dans la mer. Il affirme qu'il va replonger dans la mer et exterminer chaque monstre hideux pour que la Terre soit à l'abri d'Ados. Ridget essaye de lui faire comprendre que ce n'est qu'un poisson lait, mais Leto est certain que c'est son ex-petit ami, ou Ados déguisé. Pendant ce temps, le sournois Pignon s'approche d'un haut fonctionnaire nommé Flange, et commence à lui murmurer quelque chose à l'oreille. Ceci est remarqué par Bellows et Ridget de loin, et il réalise que l'idiot n'a rien de bon. Ce soir-là, Leto va rencontrer Bebel, et commence à lui poser plusieurs questions sur le calmar-baleine. Le garçon explique qu'il s'agit simplement de créatures marines, et qu'elles ne posent aucun danger si elles ne sont pas attaquées en premier. Amy se joint également à la conversation et exhorte Leto à ne pas tuer ces pauvres créatures simplement parce qu'elles sont laides. Mais Leto devient de plus en plus en colère et se lance dans une tirade sur leur manque de préparation face à une attaque de Idola. Il prétend que l'extraterrestre a pris l'identité de créatures marines, mais une fois qu'il montre sa vraie forme, personne ne sera prêt à se battre contre lui. Les deux frères et sœurs sont stupéfaits par la bêtise de Leto et le pressant de ne pas causer de problème, mais il les ignore et sort sans même boire son thé. Plus tard, Chamber révèle les résultats de l'échantillon de calmar-baleine, expliquant que bien que la couche extérieure se soit adaptée à l'environnement, il n'y a pas de différence entre la composition génétique de celui-ci et celle du Ados. Réalisant qu'il s'agit de la même espèce, Leto jure de trouver chaque calmar-baleine et de leur enfoncer des tiges dans le derrière. Ce soir-là, les habitants de Gargantia sont horrifiés lorsqu'ils remarquent un grand groupe de calmar-baleines se dirigeant vers eux. La panique se répand instantanément et tout le monde se précipite pour rentrer chez soi dans une tentative désespérée de se mettre à l'abri. Ridget et les autres supérieurs tremblent aussi de peur, se demandant s'ils pourront survivre à l'assaut. Mais le commandant, Fairlock, arrive sur les lieux et prend la situation en main. D'une voix calme, il rassure tout le monde que les poissons laids ne leur font aucun mal. Fairlock parle alors par l'interphone du navire, exhortant tous les résidents à éteindre leur lumière et à rester complètement silencieux. Il dit que s'ils restent parfaitement immobiles, les calmars vont passer sans causer de dommages. En quelques secondes, toutes les lumières de la flotte s'éteignent une par une et le moteur cesse également de fonctionner, immobilisant les navires. Dehors, Leto a également appris la menace imminente et il est sur le point de rentrer dans la chambre. Mais Amy lui barre la route. Elle le supplie d'arrêter cette folie, allant même jusqu'à lui proposer de lui montrer ses mouvements de danse du ventre. Mais Leto la repousse. Il soutient que cette étrange bête à herbe est l'ennemi de l'univers, alors ils doivent l'éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Juste à ce moment-là, Ridget arrive également avec quelques soldats et pointe son arme sur Leto. Elle lui dit que si les calmars-baleines attaquent, il peut faire ce qu'il veut. Mais s'il ne cause aucun dommage, il doit rester tranquille. Leto n'a même pas la chance de répondre lorsque la flotte se met soudain à trembler. Il s'avère que les calmars-baleines nagent sous le Gargantia et tout le monde retient son souffle, espérant qu'ils ne causent aucun mal. Après quelques minutes de tension, les vilaines créatures finissent de par s'éloigner, déclenchant une vague de soulagement chez les habitants. Mais l'imbécile Leto n'est toujours pas satisfait et il jure d'éliminer chacun d'entre eux. Maintenant que le danger est écarté, Pignon révèle enfin son plan sinistre. Il organise une réunion avec le commandant Ferlo et explique son projet de descendre dans le territoire des baleines calamars pour y récupérer des trésors. Il déclare fièrement que Leto et Chamber ont déjà accepté de se joindre à lui et maintenant il veut se séparer de la flotte de Gargantia. À la surprise générale, Flange veut aussi les accompagner avec ses navires et soumet même sa démission. Les autres supérieurs affirment que si un grand propriétaire de navire comme Flange part, cela affaiblira le système de défense de la flotte.
Le commandant Ferlo rejette également l'idée, mais juste au moment où il s'apprête à prononcer sa prochaine phrase, il subit un infarctus massif et s'évanouit. Le vieil homme est emmené aux urgences où il reçoit des soins médicaux immédiats. Il reprend conscience pendant un moment, mais il est évident qu'il ne va pas s'en sortir. Ferlo appelle ensuite Ridget et lui remet la clé de la Gargantia, faisant d'elle la nouvelle commandante. Elle lui dit désespérément de tenir bon, disant que le peuple a besoin de lui, mais Ferlo ferme les yeux et décède, laissant tout le monde dévasté. D'autre part, Chamber a finalement réussi à localiser les coordonnées de la Terre, mais il a vraiment de mauvaises nouvelles. Il révèle que le signal de détresse qu'ils ont envoyé à l'Alliance Galactique ne sera pas reçu avant 6000 ans. Il est également presque impossible pour eux de rentrer chez eux par leurs propres moyens, ce qui signifie qu'ils pourraient être coincés ici pour toujours. Leto n'arrive pas à croire qu'il devra rester sur ce navire pourri avec ces personnes incompétentes, et il commence à transpirer comme une personne diabétique. Plus tard, toute la flotte se prépare pour les funérailles du commandant Ferlock et tous les résidents semblent être dévastés. Ridget, habillée comme une infirmière de nuit, vient en courant vers les supérieurs et dit qu'il devrait parler du départ de Flange. Mais les hommes lui crient dessus de se concentrer sur d'autres choses alors que c'est les funérailles du commandant défunt. L'un d'eux mentionne même que c'était Ferlock qui a élevé Ridget lorsque son père est décédé, donc elle devrait lui être reconnaissante. Il est assez évident que la plupart des supérieurs de la flotte ne soutiennent pas l'immature Ridget en tant que nouveau commandant. Ailleurs, Pinion rencontre Leto et apprend que le pauvre extraterrestre est incapable de retourner dans sa colonie. Sentant sa vulnérabilité, il révèle qu'il y a un nid de calmars géants au fond de la mer. Leto devient immédiatement intéressé et Pinion lui demande de s'associer pour qu'ils puissent s'entraider. Il explique qu'il y a beaucoup de trésors là-bas, mais que Leto devra leur ouvrir le chemin. De cette façon, Pinion obtiendra son argent et Leto obtiendra sa revanche, créant une situation gagnant-gagnant pour les deux. Comme l'ignorant Leto est facilement manipulé, il accepte sans hésitation. Pendant ce temps, des centaines de personnes ont emballé leurs affaires et quittent la flotte avec Flange. Elle le rencontre plus tard et lui dit de reconsidérer sa décision de quitter la flotte. Cependant, Flange dit qu'il a déjà pris sa décision et ne veut pas rester ici avec cet incompétent. Il voit également du potentiel dans le plan d'excavation de Pinion et pense que ce sera un bon moyen de gagner de l'argent. D'autre part, Amy apprend que le garçon extraterrestre Leto est également sur le point de partir avec les autres pour chasser des calmars géants. Cela lui brise le cœur, mais elle prétend être bien devant ses amis. Ce soir-là, tous les résidents de la flotte descendent sur le pont pour rendre hommage au commandant décédé. Flange parle à l'un des supérieurs et l'exhorte à former la jeune fille correctement ou elle mènera Gargantia à sa perte. Flange s'approche ensuite du cercueil du commandant Ferlock et prononce quelques mots émouvants avant de rendre hommage. Pendant ce temps, Ridget est toujours dans son bureau, accablée par tout ce qui se passe autour d'elle. Elle est bientôt approchée par Pinion, qui veut qu'elle signe les documents pour la séparation de son navire de la flotte. Elle refuse immédiatement, mais Pinion soutient qu'elle n'a pas le droit de l'arrêter. Il fait nuit maintenant, mais la cérémonie funéraire continue. Amy, qui se moque éperdument du commandant décédé, suit Leto Danko comme une espionne désespérée. Quand une de ses amies un peu lente le remarque, elle l'encourage à rejoindre Leto et à être avec lui. Amy y réfléchit un moment et imagine toutes les choses romantiques qu'elle pourrait faire avec lui. Puis elle refuse, disant que Gargantia est sa maison et qu'il n'y a absolument aucun moyen qu'elle puisse laisser son frère malade derrière elle. Amy rentre ensuite chez elle où son frère curieux lui demande immédiatement si Leto part. Elle le confirme et fait semblant de ne pas s'en soucier. Mais ensuite, en préparant la nourriture, elle devient soudainement agressive et commence à crier sur pourquoi l'idiot Leto essaie de les quitter. Pendant ce temps, Ridget est toujours dans sa cabine, déprimée par le fait que personne ne l'écoute. Juste à ce moment, Belos s'approche d'elle et essaie de la soulever en lui lançant quelques mots d'encouragement. Elle affirme que Ridget est un commandant vraiment compétent et dynamique, alors les gens finiront par commencer à l'écouter. Dans le sous-sol, Leto est occupé à aiguiser son couteau quand un bébal inquiet vient en courant vers lui. Le garçon demande s'il doit vraiment y aller. Et Leto se met encore une fois en colère. D'une voix grave, il explique que Ido se propage rapidement sur Terre également, donc il devra l'éliminer avant qu'il ne prenne le dessus. Leto affirme aussi qu'un faible comme Bebal sera le premier à être exécuté, donc il fait cela pour s'assurer que ça n'arrive pas. Bebal essaie encore de le faire changer d'avis, mais Leto lui tend une des flûtes et le fait taire. Peu de temps après, la cérémonie funéraire touche à sa fin et les habitants s'apprêtent à envoyer le cercueil du commandant à la mer. Mais c'est à ce moment que Ridget arrive en courant vers eux, habillée comme un vampire. Elle s'excuse pour son retard, puis rend hommage au commandant Ferlock, les larmes aux yeux. Une fois cela fait, le cercueil est enfin relâché en mer et les habitants font leurs adieux au beau commandant. Ridget s'avance alors et décide que c'est le moment idéal pour devenir le centre de l'attention. Elle annonce qu'en tant que nouvelle commandante de la flotte, c'est son devoir de protéger tous les habitants et de les rendre heureux. Mais pour cela, elle aura besoin du soutien de chacun d'eux, même du petit écureuil. Au début, personne ne dit un mot, mais quand l'un des gars dit qu'il la soutiendra, les autres commencent à faire de même. Un gars espiègle dit même qu'ils n'ont plus besoin des navires de Flange et que Pinion était un récupérateur inutile de toute façon. Entendre tout cela fait sourire Ridget pour la première fois depuis des jours, et elle annonce qu'une nouvelle ère a commencé. Le lendemain matin, Leto se rend chez Amy pour dire un dernier adieu aux frères et sœurs.
Bebal essaie toujours de le persuader de rester, mais le têtu Leto débite un autre discours ennuyeux avant de partir. Quelques instants plus tard, Pignon, Flange, Leto et des centaines d'autres personnes se séparent de Gargantia et prennent leur propre chemin, tandis qu'Amy les regarde avec les larmes aux yeux. Quelques jours plus tard, Pignon dirige le navire vers l'endroit exact où se trouve le nid de calmar géant. Il dit à son équipage qu'il y a une grosse prise là-bas et qu'ils vont bientôt devenir très riches. Leto ne perd pas de temps et plonge immédiatement dans la mer avec Chamber. Ils descendent dans les profondeurs et rencontrent bientôt une flotte massive des créatures laides. Chamber calcule qu'ils sont probablement par milliers, mais note aussi qu'ils peuvent facilement les éliminer tous. Leto lui donne la permission, après quoi Chamber commence à détruire ces pauvres bêtes avec son arme. Sur le bateau, Pignon est excité qu'il ait enfin obtenir le trésor qu'il voulait depuis tant d'années. Il se souvient alors d'un incident du passé où lui et son grand frère s'étaient aventurés près du nid dans leur robot bon marché. Ils ont rapidement trouvé une ouverture secrète qu'ils supposaient cacher des trésors et autres objets de valeur. Sans trop réfléchir, le grand frère est alors entré tandis que le lâche, Pignon, attendait seul à l'extérieur. Peu après, grand frère a rapporté que l'endroit contenait d'énormes machines et d'autres vestiges de l'ancienne civilisation. Mais quand il a essayé d'explorer plus loin, il a découvert que l'endroit était en réalité un nid de calmar-baleine. Ce fut la fin de grand frère. Et depuis lors, Pignon a toujours eu l'intention de venir ici pour récupérer le trésor. Sous l'eau, Leto et Chamber déchirent absolument les pauvres créatures. Le robot mentionne qu'en raison des conditions difficiles sous l'eau, 23% de son énergie a déjà été consommée, mais Leto lui dit de se taire. Il est venu ici pour lyncher chaque créature laide et il ne partira pas avant d'avoir accompli cela. Leto nage alors à une vitesse incroyable et déchire les calmars-baleines comme s'il ouvrait un paquet de chips. Il va même jusqu'à utiliser des explosifs bien que ces pauvres créatures ne représentent aucune menace pour lui. Alors qu'il s'enfonce de plus en plus, Chamber révèle que la densité des créatures augmente. Il est donc préférable de battre en retraite pour l'instant. Mais Leto refuse catégoriquement, voulant en finir avec eux maintenant. Il fait alors signe à Pignon et le navire libère des centaines d'explosifs dans la mer, causant des destructions massives. À la suite des explosions, Leto demande un rapport de situation et Chamber révèle qu'environ 67% des créatures ont été éliminées. Leurs carcasses flottent maintenant à la surface, au grand plaisir de Pignon et de son équipage. En bas, Chamber dit que le reste des créatures se sont retirées dans leur nid pour le protéger. Alors Leto charge agressivement. Il abat quelques créatures impuissantes de plus qui croisent son chemin. Au bout d'un moment, ils entrent par la même porte que le frère de Pignon avait trouvé il y a des années. Ils sont soudainement arrêtés par une énorme femelle calmar-baleine enceinte d'œufs. Elle l'attaque, mais le robot mortel parvient à la réduire en chair à saucisse sans beaucoup d'efforts. Les deux s'aventurent ensuite profondément dans le tunnel où ils aperçoivent des milliers de bébés calmar-baleines. Certains d'entre eux ressemblent même à des humains, mais le duo ignorant pense qu'il s'agit des enfants de Ado et les incinère cruellement avec des lasers. Peu après, ils atteignent une grande salle où Chamber trouve plusieurs disques durs par terre. Leto demande ce qu'ils sont et Chamber explique vaguement qu'ils étaient utilisés dans l'ancienne civilisation pour stocker des données et des vidéos salissantes. Il parcourt ensuite rapidement tous les disques durs et charge les informations sur son écran. Leto veut le voir, mais Chamber révèle qu'il s'agit d'informations classifiées de l'Alliance Galactique. Cependant, lorsque Leto crie qu'il est le patron et qu'il a la plus grosse saucisse, Chamber n'a pas le choix et doit se plier. Il affiche alors une vidéo qui montre ce que la civilisation ancienne a dû affronter lorsque l'ère glaciaire était sur le point de s'emparer du monde. Un groupe de scientifiques, dirigé par Ryan Matsumoto, a développé une technologie qui aiderait les humains à évoluer en extraterrestres, capables de survivre dans cet environnement hostile. Mais cela a déclenché de vives protestations dans le monde entier, car ils étaient contre l'évolution et voulaient un moyen durable de survivre. Ces idiots étaient appelés les évolueurs, et bientôt les deux factions se sont engagées dans une rivalité intense. Quelques mois plus tard, il a commencé à neiger abondamment sur Terre, alors les scientifiques ont dû intensifier leurs recherches pour le voyage spatial. Mais ensuite, les guerres se sont également intensifiées, et les gens ont commencé à sombrer dans la folie. Quand la planète a commencé à devenir inhabitable, les scientifiques ont orienté leur attention vers la création d'une nouvelle forme d'humain qui survivrait même dans l'espace. La première personne à se porter volontaire n'était autre que le scientifique en chef, Ryan Matsumoto. Lors d'une interview, il a révélé que ces humains transformés pouvaient résister aux pressions de la mer et même au vide absolu à zéro absolu dans l'espace. Alors que le monde plongeait dans l'ère glaciaire, les évolueurs ont également été forcés de subir une mutation génétique pour se sauver du froid. Beaucoup d'entre eux se sont échappés dans l'espace, mais même là, la guerre n'a pas pris fin et les deux factions ont continué à s'entretuer. En entendant cela, Leto est horrifié car il réalise finalement que les Hadars sont en fait la forme avancée des évolueurs qui refusent de participer au développement scientifique. Cela signifie qu'il a massacré des milliers de véritables humains en ce moment et que sa colonie dans l'espace est également en guerre avec les humains. À ce moment-là, le dernier calmar-baleine restant s'approche d'eux, mais avant que Leto ne puisse dire un mot, Chamber le réduit impitoyablement en morceaux. Cela dévaste tellement Leto qu'il pousse un cri perçant qui résonne à travers la mer. De retour sur le navire,
Pignon et ses sbires sont ravis de voir les cadavres flottants des calmars baleines. Chamber apparaît également et révèle que tous les hadars habitant cette région ont été transformés en bouillie gluante. La nouvelle plonge Pignon dans un état d'extase car il peut enfin récupérer le trésor qu'il a toujours voulu. Une heure plus tard, le processus d'excavation a déjà commencé et quelques robots bon marché travaillent sans relâche pour récupérer les trésors anciens. Leto, quant à lui, n'a toujours pas récupéré du fait qu'il vient d'éliminer des milliers d'humains anciens. Il continue d'avoir des flashbacks du moment où il jouait à Fruit Ninja avec eux. Il a presque envie de vomir dans son propre casque, mais se retient et se précipite aux toilettes. Sur le pont principal, Pinion boit du whisky premium pour célébrer ce grand succès. Il en verse aussi un peu dans la mer pour une raison que Dieu seul connaît. Juste à ce moment-là, un Flange excité s'approche de lui, impatient d'utiliser ses machines anciennes pour le bien de l'humanité. Mais Pignon lui répond brusquement que ce sont ses trésors et qu'il ne va les partager avec personne. Un marin au hasard soutient que garder ces précieuses machines fera d'eux une cible pour les pirates. Mais Pignon est convaincu qu'ils peuvent détruire quiconque sur leur chemin. Ils se vantent qu'avec un énorme stock de munitions et Chamber combattant à leur côté, ils sont prêts à prendre le contrôle du monde entier. Pignon devient si arrogant qu'il décide d'annoncer le trésor précieux qu'ils viennent de récupérer. Flange et les autres le mettent en garde contre cela, craignant que cela n'apporte des ennuis indésirables. Mais le confiant Pignon n'écoute plus personne maintenant. Peu après, il passe en direct à la radio et annonce à tous les navires à proximité qu'il a dégagé le nid de calmar baleine. Il les avertit également de rester à l'écart de sa flotte, sinon il coulera tout le monde au fond de l'océan. Tout le monde à Gargantia, y compris Ridget et le docteur Oldham, entend la diffusion et commence à croire que Pignon a perdu la tête. Pendant ce temps, Flange commence à s'inquiéter car il ne s'est jamais séparé de Gargantia pour les richesses, mais pour trouver quelque chose de précieux pour l'humanité. Une livreuse vient le voir et le presse d'arrêter Pignon avant qu'il ne soit trop tard, mais Flange révèle que la plupart des résidents du navire ont commencé à regarder vers Pignon, donc il ne peut pas faire grand chose pour le moment. Dans le sous-sol, Leto est à l'intérieur de son robot, essayant d'en apprendre plus sur le combat entre les humains et les hadars. Il a encore du mal à faire face au massacre qu'il a causé quelques heures plus tôt. Juste à ce moment-là, Pignon s'approche de lui et demande nonchalamment son aide pour porter quelques conteneurs. Mais Leto en a assez d'être le serviteur et il dit furieusement à Pignon de dégager d'ici. De retour à la Gargantia, Ridget semble avoir enfin gagné la confiance de ses habitants et ils ont connecté un tas de nouveaux navires dans leur flotte. Un des supérieurs demande si elle va prendre des mesures contre Pignon, mais Rigid dit qu'elle ne le fera pas car il ne leur pose actuellement aucun problème. Mabel, quant à elle, est en train d'avoir l'une de ses séances de contrôle habituelles avec le docteur Oldham. Il continue de poser des questions stupides comme pourquoi Lido a détruit le groupe de calmar baleine et pourquoi sa sœur porte les mêmes vêtements tous les jours, mais le docteur n'a pas de réponse pour elle. Amy pleure aussi seule car l'alien beau lui manque profondément, mais son ami insiste qu'elle peut toujours sortir avec des pêcheurs au hasard aux bras en sueur. Le lendemain, une flotte de pirates essaie de s'approcher furtivement du navire de Pignon pour piller les trésors, mais cela s'avère être une énorme erreur. Pignon lance une salve de missiles sur eux et utilise même l'une des machines qu'il a récupérées de la nacelle du calmar baleine la veille. Cette machine tire un laser si puissant que le navire des pirates est détruit, les obligeant à se rendre instantanément. Après leur victoire, Pignon monte à bord du navire ennemi et emprisonne le pirate Lay, responsable de l'attaque, mais il choisit de laisser les résidents rejoindre sa flotte car il a besoin de plus de main d'œuvre en ce moment. Plus tard, lorsque Lido et Chamber arrivent sur le pont principal, ils sont stupéfaits de voir autant de nouvelles personnes. Pignon annonce alors que c'était Lido et le robot en métal qui avaient lynché tous les calmars baleines au fond de la mer. La foule devient complètement folle et Pignon décide d'organiser une fête en leur honneur. Peu après, la foule commence à boire, les danseurs montent sur scène et l'atmosphère s'anime comme dans un pub irlandais un dimanche soir. Mais Lido est perdu dans ses pensées, incapable de comprendre ce qu'il fait sur ce navire en ce moment. Pendant ce temps, Pignon amène Chamber à l'un des rares mécanismes qu'ils ont récupérés du fond de la mer. Après l'avoir examiné de près, Chamber l'identifie comme une arme électromagnétique similaire à celle intégrée dans son propre corps. Désireux de prendre l'avantage, Pignon insiste pour la réparer rapidement afin qu'il puisse l'utiliser comme arme et botter plus de fesses. Peu après, Chamber s'approche de Lido, qui pleure encore dans le coin comme une petite fille. Il essaie de lui remonter le moral en lui rappelant que leur mission absolue est de protéger l'humanité des ados. Un Lido furieux insiste sur le fait qu'ils sont aussi des humains et qu'il ne peut plus les anéantir. Mais Chamber, qui a été conditionné depuis la naissance, dit qu'ils doivent éliminer les ados avant que les ados ne les éliminent. Alors que les deux se disputent, le téléavertisseur de Lido se met soudainement à sonner. Il s'avère qu'ils ont reçu un message de l'un de leurs amis. Lido regarde alors attentivement à travers le téléavertisseur et est choqué de découvrir que c'est nul autre que son commandant, Kugel. Le lendemain matin, Flange et le capitaine remarquent une grande flotte de navires s'approchant de leur direction. Craignant qu'il s'agisse de pirates, ils commencent immédiatement les préparatifs pour une attaque. Lido, quant à lui, reçoit un appel vidéo de son commandant, et les deux parlent pour la première fois depuis des mois. Kugel révèle qu'il a également été aspiré par le trou de verre et qu'il vit sur Terre depuis quelques mois. Sa flotte est tout près, alors il ordonne à Lido de le rencontrer là-bas en personne. Sur le pont principal, Pignon et le reste de l'équipage observent la grande flotte qui s'approche. Sans savoir s'ils sont des pirates, Pignon décide de les attaquer en premier.
Il prépare l'arme électromagnétique et tire un coup puissant qui finit par détruire une petite partie de la mystérieuse flotte. Mais à la grande surprise de Pignon, la flotte riposte avec une attaque encore plus forte, causant de graves dommages. Pignon zoome alors avec ses jumelles et reste abasourdi en voyant un autre énorme robot extraterrestre sur la flotte. Il appelle immédiatement Lido pour discuter de la situation, mais Lido entre dans Chamber et s'envole pour rejoindre son commandant. Peu après, Lido atterrit sur le mystérieux navire pour découvrir des centaines de figures cultes avec des marques étranges sur la tête. Chamber révèle qu'ils sont des militants hautement entraînés, bien supérieurs en combat aux perdants de Gargantia. Une étrange dame nommée Taro accueille ensuite Lido dans un anglais médiéval et l'emmène de là. Il doit passer par une série de tunnels et de portes secrètes, après quoi il arrive enfin dans une pièce. Là, Lido rencontre enfin son commandant, mais sous forme holographique, car Kugel révèle qu'il ne peut pas sortir de son robot à cause d'une maladie. Néanmoins, il est ravi de voir l'un des siens après longtemps, et Lido sourit aussi, comme s'il était en rendez-vous amoureux. Kugel demande alors s'il va le suivre comme au bon vieux temps, ce à quoi Lido répond par un oui retentissant. Dehors, le robot de Chamber et Kugel, Striker, qui s'avère être une femelle, s'engage également dans une conversation maladroite. Pendant ce temps, tout l'équipage entoure Pignon, le réprimandant un par un pour son erreur imprudente. Il blâme son annonce précédente pour avoir attiré cette flotte massive à leur porte. Pignon essaie de le faire passer pour une simple coïncidence, mais ses coéquipiers n'en croient pas un mot. Juste à ce moment-là, ils reçoivent un message de la flotte Kugel demandant à parler à l'un de leurs représentants. Flange, le négociateur expérimenté, propose d'y aller, mais Pignon insiste pour y aller lui-même. Il admet que la situation est de sa faute, donc c'est sa responsabilité de la réparer. Flange essaie de refuser, mais ensuite, ils reçoivent la nouvelle que le commandant de l'autre flotte veut seulement voir Pignon. Cela augmente immédiatement son ego et il commence à se prendre pour un grand personnage. Peu de temps après, un bateau arrive pour le récupérer et il s'avère que c'est nul autre que le Surfing Lobster piloté par Lucas. Elle est venue avec ses grands airbags, comme d'habitude, pour s'assurer que Pignon ne se blesse pas pendant leur trajet. Quelques minutes plus tard, ils atteignent le bateau Kugel où Pignon remarque que toutes les personnes ont l'air mal nourries et tristes. Il demande quel est le problème, ce à quoi Lucas explique que ce sont des paysans qu'ils ont capturés récemment sur un autre navire. Elle lui montre ensuite une photo de leur dieu, qui se révèle être le commandant Kugel. Ailleurs, Lido et Kugel sont toujours plongés dans leur conversation sérieuse, où Kugel explique que même dans ce monde, les humains sont dépassés par les Hados. Lido s'exclame que les Hados sont aussi des humains, mais Kugel précise qu'ils étaient des humains, mais ne le sont plus maintenant. Lido est choqué d'apprendre que son commandant a toujours su cette vérité, mais Kugel dit que ce n'est pas important car les Hados sont leurs ennemis jurés, et ils doivent les éliminer dans toutes les parties de l'univers. En attendant, Pignon est conduit dans une pièce étrange où Striker commence à lui parler à travers un appareil métallique. Elle commence à louer ses compétences en mécanique, notamment la manière dont il lubrifie les tiges et les insère à différents endroits. Pignon sait qu'elle veut quelque chose de lui, alors Striker va droit au but et lui demande de devenir leur ingénieur en chef. Elle sait que Pignon est capable de réparer les artefacts anciens récupérés de la mer, alors elle veut lui offrir un poste à plein temps. Pignon se demande ce qu'il gagnera de cela, alors Striker lui donne un plan de tous les mécanismes anciens, ce qui fera de lui l'homme le plus intelligent du monde. Il accepte immédiatement, après quoi Striker commande de la nourriture délicieuse pour sceller leur partenariat. Peu de temps après, Flange est également invité à rejoindre la flotte Kugel avec des promesses de nourriture illimitée et de prospérité garantie. Le vieil homme est réticent à les rejoindre, mais au fond de lui, il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Plus tard, Flange et tous les habitants de sa flotte passent sur le navire de Kugel. Taro l'accueille ensuite et révèle froidement que tous les habitants seront répartis dans différents navires pour gérer la foule. Flange essaie de protester, disant que tous les siens sont comme une famille pour lui, mais Taro avertit que s'il refuse, il sera écrasé comme un insecte. Cela laisse le vieil homme sans autre choix que de se plier à ses ordres. Taro le fait alors s'agenouiller et dessine un symbole étrange sur son front, la même marque portée par tous dans la flotte. Pendant ce temps, Lucas fait visiter le marché à Pignon, expliquant que dans cette flotte, l'argent n'existe pas et que les habitants reçoivent de la nourriture en fonction de leur travail acharné. Elle explique également que les habitants de sa flotte sont séparés en différentes sections. Un Pignon enragé exige une explication et Lucas lui dit que c'est pour les empêcher de s'unir et de commencer une rébellion. Dans le sous-sol, Leto et Chamber discutent pourquoi le commandant Kugel ne révèle jamais son vrai visage. Chamber suggère que c'est parce que si les résidents savaient qu'il n'était qu'un humain ordinaire, il pourrait ne pas lui obéir. Garder son identité secrète est une tactique pour inspirer la peur et s'assurer que les gens suivent tous ses ordres. Juste à ce moment-là, Lito reçoit un appel de Kugel qui révèle qu'ils vont bientôt lancer une attaque sur une flotte voisine. Lito est plus que prêt à aider, mais quand il apprend que la flotte n'est autre que Gargantia, sa bouche reste béante de choc. Plus tard, Pignon est emmené dans une chambre massive remplie de milliers de mécanismes du monde ancien. Taro lui ordonne de restaurer chaque mécanisme et de les rendre opérationnels, allant même jusqu'à lui remettre un dispositif high-tech qui lui permet de voir à l'intérieur des machines sans les démonter. Ravi par l'équipement sophistiqué, Pignon se met immédiatement au travail, mais peu après, Lucas l'approche et se moque de lui pour avoir accepté de travailler si facilement. Elle lui dit qu'il n'a pas de courage et qu'il sait seulement huiler les choses. Pignon ne comprend pas ce qu'elle veut dire, alors Lucas va droit au but et dit qu'elle essaie de s'échapper d'ici. Elle en a assez de la vie pathétique dans cette flotte, ce qui la fait se sentir comme une esclave, alors elle va bientôt provoquer une rébellion.
Pendant ce temps, Leto s'approche de Kugel et lui dit sans détour de ne pas attaquer Gargantia. Mais le commandant endoctriné dit que son travail est de ramener l'ordre dans ce monde, donc il doit détruire toute flotte qui se met en travers de son chemin. Kugel explique en outre que, puisqu'ils ne peuvent pas retourner à Avalon, il essaie maintenant de transformer ce monde en sa propre utopie. Leto est fatigué des bavardages incessants de son commandant, mais il fait simplement semblant d'être d'accord pour le moment. Après avoir quitté la pièce, Leto tombe sur un écureuil coquin qui lui rappelle celui qu'Amy transportait partout. Puis il commence soudainement à pleuvoir et Leto se met à se remémorer tous les moments heureux passés à Gargantia. Ailleurs, Flange, Pignon et un de leurs amis proches se rencontrent en privé pour discuter de la situation actuelle. Flange dit qu'il est fatigué de vivre dans cette flotte désolée où tout le monde ressemble et agit comme des zombies. Il craint aussi que son peuple puisse être éliminé sans raison valable. Flange exprime ensuite ses regrets d'avoir quitté Gargantia, disant que la vie était beaucoup plus facile là-bas. En entendant cela, Pignon révèle que quelqu'un complote une rébellion et va agir très bientôt. Flange veut savoir qui c'est, alors Pignon avoue sincèrement que c'est la Pirate-aux-Courbes. Loucage, Leto, quant à lui, suit l'écureuil, seulement pour tomber sur des centaines de personnes priant Dieu sous la pluie. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alors son robot intelligent révèle qu'ils sont juste idiots. Chamber mentionne également que le niveau de menace est presque nul et qu'il n'y a rien à craindre. À ce moment-là, plusieurs personnes avec les mains liées sont amenées près du bord du navire. Leto les regarde avec stupéfaction, tandis que Taro annonce que ces personnes vont être sacrifiées pour le bien-être de leur communauté. Leto essaie de les arrêter, mais il est facilement maîtrisé par des gardes à proximité. Taro donne ensuite le feu vert, après quoi tous les pauvres gens sont jetés à la mer comme des déchets. Leto est dévasté par la vue et commence à pleurer, tandis que Pignon, qui a également été témoin du sacrifice, pense en lui-même que ces gens sont fous. Lucage s'approche alors de lui et révèle que le prochain objectif sera Gargantia. Prenant conscience que ses amis pourraient être morts, Pignon abandonne son rôle d'ingénieur et décide enfin de prendre son courage à deux mains. Leto est également dans une situation similaire car il déteste absolument la façon dont le commandant Kugel traite les gens. Il commence alors à se remémorer son temps sur Gargantia et jure de faire tout ce qu'il faut pour sauver le navire. Après cela, Leto retourne au sous-sol où Chamber révèle que le commandant Kugel lui a demandé de se préparer pour la bataille. Chamber attend maintenant sa décision, mais un Leto enragé lui fait comprendre clairement que c'est lui qui prend les décisions. Sorti de nulle part, il demande à Chamber s'il a les mêmes capacités que Striker. Chamber dit qu'il n'a pas assez de données pour faire cette supposition, mais Leto veut qu'il combatte et batte le robot maléfique Striker. Chamber refuse comme prévu, donnant la même explication bidon qu'il a été conçu pour attaquer des ennemis, pas des alliés. Mais quand Leto continue d'insister comme un petit pleurnichard, il accepte à contre-cœur. Après cela, Leto convoque une livreuse qui était autrefois son amie à Gargantia et lui demande de s'y rendre pour les avertir de l'attaque imminente. La fille obéit immédiatement et s'envole au-dessus de la mer sur son cerf-volant. Après avoir voyagé pendant des heures, elle parvient enfin à apercevoir Gargantia au loin. Mais elle est devenue incroyablement faible à cause du long trajet. La jeune fille essaie de continuer, mais finit par s'évanouir et se dirige droit vers la mer. Juste au moment où elle est sur le point de toucher l'eau, quelqu'un la sauve soudainement dans son deltaplane. Cette personne s'avère être Amy, qui ramène immédiatement son amie inconsciente à Gargantia. Quand la livreuse se réveille, elle trouve plusieurs personnes la regardant comme si elle leur devait de l'argent. Après qu'elle leur ait tout raconté en détail, les supérieurs décident de faire demi-tour avec leur flotte et de fuir le plus vite possible. Mais c'est alors qu'Amy apparaît, révélant que Leto va se battre contre l'un des siens pour que Gargantia puisse s'échapper. Elle affirme qu'il ne serait rien d'autre que des lâches s'ils l'abandonnaient seul. La plupart des dirigeants veulent encore battre en retraite, mais le docteur Oldham soutient qu'ils devraient se battre, disant que même s'ils meurent, ils le feront avec honneur. Il conseille ensuite à Ridget qu'il est temps d'utiliser la clé que le commandant lui avait donnée avant de décéder. Au sein de la flotte de Kugel, il prononce un discours ennuyeux sur la manière dont il tente d'unifier l'humanité en éliminant tous les indésirables. Il se prépare ensuite à s'envoler et à détruire sa prochaine cible, Gargantia, mais il est soudainement confronté à son ancien élève, Leto. Kugel lui dit de s'écarter de son chemin, mais Leto le prévient de rester à l'écart de Gargantia, où il y aura une guerre. De plus en colère, Kugel affirme que le destin des habitants de la Terre est leur responsabilité. Mais Leto crie que ces gens ont déjà construit leur propre société et qu'il n'y a aucune raison de la détruire. Leur dispute finit par dégénérer en une véritable bagarre, effrayant les paysans en dessous. Comme prévu, Striker se montre bien plus puissante, esquivant sans effort chaque attaque que Chamber lui lance. Elle parvient également à porter quelques coups à son adversaire, mettant Leto sous beaucoup de pression. Mais alors qu'il semble que Striker va sortir victorieuse, elle est frappée par une attaque puissante venant d'en bas. Il s'avère que c'est Pignon, qui utilise l'une des anciennes machines de l'ancienne Terre. Quand Taro voit cela, elle ordonne immédiatement à ses sbires d'éliminer Pignon, mais ensuite la flotte de Flage arrive avec des renforts. Ils bombardent la flotte de Kugel avec des missiles, et même Lucage se joint à l'action, détruisant des centaines de robots en fer blanc sans valeur.
Alors que la guerre fait rage en bas dans la mer, Leto et Kugel se battent aussi bec et ongle dans le ciel. Chamber analyse la situation et révèle qu'il a du mal à obtenir un bon avantage stratégique, donc la meilleure solution possible en ce moment est de mener des attaques éclairs. Mais Striker s'avère trop puissante et elle inflige un coup dévastateur à Chamber qui cause de sérieux dégâts. Elle s'apprête alors à porter le coup final, mais juste à ce moment-là, elle est frappée par le laser dévastateur de Pignon depuis en bas. Cela offre à Leto l'occasion parfaite et en utilisant chaque once de puissance de son robot, il fonce sur Striker et l'écrase contre le gigantesque entonnoir du navire. Suite à la dévastation, Leto sort du robot et s'approche lentement de Striker. Mais lorsque son casque s'ouvre, Leto est horrifié de découvrir que son commandant, Kugel, est en fait mort depuis longtemps. Il se trouve que le robot utilisait simplement sa voix pour communiquer avec les autres. Et c'était aussi la principale raison pour laquelle Kugel n'était jamais vu en personne. Juste à ce moment-là, Striker reprend vie et s'envole dans le ciel, incitant Chamber et Leto à se préparer pour le deuxième round. Striker révèle ensuite que bien que le commandant n'existe plus, elle exécute son plan exactement comme il l'aurait voulu. Elle admet en outre que c'est Kugel qui a initié cette dictature comme moyen d'unir les gens. Maintenant qu'il est mort, Striker a pris sa position et gouverne les gens avec la même férocité qu'il avait autrefois. Elle explique qu'une fois que tout le monde dans le monde aura acquis la paix et la prospérité égale, sa mission sera accomplie. Striker va même jusqu'à se dire Dieu, car les paysans l'ont adoré comme des fous. Leto soutient qu'elle transforme tout le monde en esclaves, mais Striker précise qu'elle ne fait que les soulager du fardeau des responsabilités. À ce moment-là, Chamber se joint également à la conversation et, bien qu'il soit du même modèle de robot, il conteste la réflexion de Striker. Il affirme qu'ils ne sont que des compagnons IA conçus pour servir les humains. Donc ce n'est pas dans leur droit de gouverner les autres. Chamber émet alors l'hypothèse qu'après la mort du commandant Kugel, cela a révélé une faille dans le système des robots. Normalement, ils étaient conçus pour s'autodétruire sans leur pilote. Mais Striker a non seulement survécu, elle est devenue complètement incontrôlable. Prenant conscience qu'elle est une menace dangereuse, Chamber et Leto se préparent à la détruire une fois pour toutes. Pendant ce temps, la flotte de Flange est violemment attaquée et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne coule complètement. Le capitaine court vers Fleet et le presse d'évacuer immédiatement, mais le vieil homme têtu choisit de rester, disant qu'il préfère mourir dignement ici plutôt que d'être considéré comme un lâche. À la flotte Kugel, la situation est tout aussi dangereuse, car ils sont bombardés de tous côtés. Quand Pignon se rend compte que le navire pourrait couler bientôt, il ordonne de manière désintéressée à tous ses équipiers de se mettre en sécurité. Il parle même à Lucas par radio et lui demande d'escorter son équipage, ce qu'elle accepte. Après cela, Pignon choisit de continuer à se battre seul pour pouvoir soutenir Leto dans leur guerre contre le robot rebelle. Là-bas dans le ciel, les deux robots sont engagés dans une bataille féroce, mais Leto ne parvient pas à toucher Striker car il est trop rapide. Il se demande comment elle est si puissante même sans un pilote, auquel Chamber révèle qu'elle a analysé les mouvements de Kugel et fonctionne maintenant de manière autonome. Chamber mentionne également une statistique totalement démoralisante, révélant que Striker est 47% plus rapide et plus puissant que lui. Cela fait réaliser à Leto que peu importe comment ils attaquent, ils ne vont jamais abattre Striker, alors il décide de tenter une manœuvre risquée. Leto ordonne que la puissance du Neuroplus soit activée, ce qui fusionnera son système neuronal avec le robot. Mais Chamber refuse fermement, affirmant que cela pourrait les tuer tous les deux. Leto se lance alors dans une tirade sur ce qui pourrait arriver si ce robot renégat n'est pas pris en charge. Il avertit que cela pourrait entraîner l'extinction de l'humanité ou même la fin du monde. Leto dit que si son sacrifice signifie le salut de l'humanité, alors il est plus que prêt à le faire. En entendant cela, Chamber s'énerve et il accepte finalement d'activer le pouvoir Neuroplus. Leto crie de douleur alors que le robot s'intègre à son corps, mais maintenant Chamber est 150% plus puissant qu'il ne l'était. Il avertit qu'ils n'ont que 483 secondes pour terminer la mission avant que les organes vitaux de Leto ne commencent à s'éteindre. À Gargantia, Rigid et les autres ont décidé d'activer leur plus grande arme connue sous le nom de l'échelle du paradis. Ils savent que l'utilisation de cette arme peut entraîner des dévastations considérables, mais c'est un risque qu'ils doivent prendre pour le bien de l'humanité. De nouveau dans le ciel, un Leto revigoré commence juste à retrouver son élan lorsqu'il aperçoit Amy sur son planeur. La fille imprudente pense que c'est le moment idéal pour lui dire qu'il lui manque beaucoup et l'exhorte à revenir vers elle. Juste à ce moment-là, Gargantia utilise l'échelle du ciel pour lancer un missile qui finit par détruire une bonne partie de la flotte de Kugel. Tora et ses paysans endoctrinés réalisent enfin qu'ils sont en danger, alors ils essaient de s'enfuir. Pendant ce temps, Striker évalue aussi la situation et décide de cibler Gargantia en premier, car le missile est bien trop dangereux. Mais Leto la suit de près, déterminée à éliminer le robot renégat avant qu'elle n'attaque Gargantia. À la flotte de Kugel, Pignon se bat encore seul, mais Lucad le contacte par radio et l'informe qu'un grand missile se dirige vers lui. Il quitte immédiatement sa position et saute dans la mer, et Lucad parvient à l'attraper juste à temps. Quelques secondes plus tard, Rigid tire un autre missile vers la flotte de Kugel, la détruisant complètement et mettant fin à la guerre sur mer. Mais le combat dans le ciel est encore très vivant, car les deux robots se lancent des coups brutaux. Comme le temps presse, Chamber exhorte Leto à sortir du cockpit, sinon il finira par détruire son corps. Mais Leto insiste sur le fait d'utiliser ses 30 dernières secondes pour lancer une dernière attaque, disant qu'il n'a pas peur de mourir car il n'a jamais vraiment vécu.
Juste à ce moment-là, une alarme retentit dans le cockpit et Chamber annonce qu'il relève officiellement Leito de ses fonctions militaires. Leito essaie de protester, mais Chamber le force à sortir du cockpit et décide de finir les choses seul. Il dit à Leito de partir et de vivre sa vie pleinement, car ce monde semble offrir d'innombrables possibilités et défis magnifiques. Après ça, il se retourne et commence à se battre avec le robot féminin dérangé. Stryker proteste que l'éjection du pilote sans autorisation est une violation, mais Chamber lui dit d'aller au diable avant de la frapper de toutes ses forces. L'impact déclenche une explosion massive, secouant toute la zone comme un tremblement de terre. Stryker est enfin détruit, mais Chamber aussi. Et la réalisation déchirante amène Leito aux larmes. Avec le mal maintenant disparu, tout revient à la normale. Pignon, Flange et les autres retrouvent leurs amis à Gargantia et même Leito commence à travailler comme récupérateur. Il peut maintenant contrôler des robots en boîte de conserve et il a même l'écureuil comme ami de compagnie. Le spectacle se termine lorsque Leito et Amy profitent enfin d'un vrai rendez-vous avec leurs écureuils respectifs à leur côté. Si vous voulez que nous couvrions un autre anime aussi mouvementé que celui-ci, commentez Calmar géant ci-dessous. D'ici là, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.